Bonjour à tous, bienvenue à cette session Insight avec la marque Bellambra. Bonjour Mathieu, merci beaucoup d'être là. Comment tu vas ce Bonjour matin? Margot, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous ce matin. On est ravis également que tu sois avec nous ce matin. Mathieu est directeur marketing et commercial de Bellambra. Il a débuté tout d'abord dans le secteur des jeux vidéo chez Ubisoft puis ensuite chez Microsoft avant de passer 7 ans chez Amazon, des achats à la logistique. Il continue ensuite dans le e-commerce à la direction commerciale européenne de Sarenza de 2015 à 2017. Puis en 2017, il a donc pris la direction marketing et commerciale de Bellambra afin d'accélérer la digitalisation. Quelques mots sur Bellambra maintenant. Bellambra, c'est le numéro 1 des clubs vacances en France, avec plus de 50 clubs qui accueillent chaque année plus de 500 000 clients et un chiffre d'affaires de 192 millions d'euros. Bellambra se différencie par ses clubs qui offrent une prestation à forte valeur ajoutée à travers des séjours clés en main qui comprennent l'hébergement, la restauration, mais aussi une offre complète d'animation et de loisirs pour toute la famille. Le tout sur des sites d'exception, les pieds dans l'eau ou au pied des pistes. Bellambra.fr s'est équipé d'iAdvise en 2019 pour conseiller les visiteurs sur le messaging, sur l'avant-vente. Et depuis 2020, cette mission est assurée par les experts indépendants IBU. Avant de commencer l'interview, je rappelle à notre public qu'il est possible de poser vos questions à Mathieu à tout moment sur le chat de conversation.iadvice.com ou bien sur YouTube. Nous y répondrons à l'issue de cette session. Alors Mathieu, comme je disais, tu as rejoint Bellambra pour accélérer la digitalisation de la marque. Quels sont tes objectifs principaux ? Les objectifs principaux en rejoignant Bellambra étaient vraiment de faire accélérer la pénétration du canal web. On a historiquement des parts de vente directes qui sont très importantes chez Bellambra puisqu'elles représentent plus de 80% des ventes, mais elles étaient historiquement portées par le call center. Et on avait donc des objectifs très importants de pénétration du canal web pour rééquilibrer le poids des ventes dans notre portefeuille. Il y a aussi des objectifs d'amélioration de l'expérience client, avant-vente, pendant le séjour et après-vente pour avoir une relation plus étroite avec nos prospects et nos clients. Et donc tout ça passe également par un travail que nous effectuons et que nous avons commencé il y a quelques temps maintenant sur l'expérience utilisateur sur notre plateforme web, qu'elle soit mobile ou desktop. Okay. Des objectifs très intéressants du coup. Tu venais, comme je disais, en 2017 de Sarenza, donc du e-commerce. Quelles recettes tu as pu transposer à ton nouveau secteur? Et à l'inverse, quelles sont les choses que tu n'as pas pu dupliquer sur ce nouveau secteur? Il y a beaucoup de choses qui sont similaires dans les stratégies d'acquisition, mais qui vont être très différentes par rapport aux produits que représente un séjour de vacances par rapport à une paire de chaussures ou un produit physique que l'on trouve en magasin. La différence, il y en a deux principalement. La première, elle est sur le cycle de vente. On n'achète pas des vacances comme on achète un vêtement ou un livre. Et donc, on a des cycles de vente qui sont extrêmement longs entre les premières touches, les premières réflexions d'un séjour et puis sa réservation. Ça prend plusieurs mois. Ça, c'est le premier élément. Et puis, vraiment, le deuxième élément, c'est qu'on n'a pas un stock fini quand on est cette semaine sur les vacances de la Toussaint pour les enfants. Si je n'ai pas vendu des séjours pour cette semaine, je ne peux pas les vendre la semaine prochaine. Cette semaine, elle est passée. Le stock n'est plus disponible à la vente et donc je ne peux pas le rattraper lors de promotions diverses et variées ou des cycles de soldes qui peuvent arriver dans le retail sur des produits physiques plus classiques. D'accord, donc un produit vraisemblablement très différent. J'imagine également une clientèle différente. Comment vous la définissez et la segmentez, cette clientèle, et surtout, quelles sont les conséquences en termes d'expérience client? On va avoir une clientèle qui est très différente entre ce qu'on appelle les vacances scolaires et le hors vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, on va retrouver des familles avec des enfants et qui vont bénéficier de toute l'infrastructure de nos clubs. Et puis en dehors des vacances scolaires, on va retrouver plutôt des couples et des populations plus seniors. Donc les attentes vont être effectivement différentes à l'issue de ces séjours. On les segmente dans la manière dont on va leur parler et dans les messages qu'on va leur adresser. On va effectivement proposer des clubs et des activités qui vont être en adéquation avec des populations seniors et qui vont évidemment être différentes des familles qui viennent avec de jeunes enfants pendant les vacances scolaires en plein été. Donc on essaye de travailler notre personnalisation sur nos canaux tels que le mail et progressivement, et même si on en a encore au début, sur la partie de notre site directement. La connaissance de nos clients, elle est importante parce qu'elle nécessite des spécificités d'explication pour nos clients. Encore une fois, acheter une paire de chaussures, tout le monde comprend ce que c'est. D'acheter un séjour de vacances avec la restauration, des animations, c'est une complexité qui est plus importante pour comprendre à un client de manière immédiate. D'accord. On a parlé en début d'interview de la transformation digitale. Qu'en est-il de la transformation de l'expérience client chez Bellambra?
C'est un gros chantier qu'on a entamé il y a un peu plus d'un an maintenant, je dirais, en renforçant notre équipe pour apporter une meilleure expérience utilisateur dans le cadre d'une réservation sur nos sites, qu'ils soient mobiles ou desktop. Euh, Encore une fois, parce que le produit que nous vendons est un produit qui a un certain nombre de complexités, d'une part, que les cycles de vente sont assez longs, là aussi entre le moment où le client commence à regarder et le moment où il va faire sa réservation. Et donc, on travaille énormément sur nos funnels d'achat pour améliorer tout un tas de détails qui permettent de rassurer le client et de l'emmener jusqu'à la fin et à la transformation de son acte d'achat. Ce qui est important dans notre univers, mais qui est vrai de manière générale, c'est qu'il est évidemment beaucoup moins onéreux pour nous de fidéliser et de faire revenir nos clients dans l'acte d'achat que de recruter des nouveaux. Or, le standard du marché, un des standards du marché du tourisme, c'est souvent qu'on tourne autour de 70-80% de nouveaux clients chaque année. Donc, chaque début d'année, à chaque nouvelle saison, on repart quasiment d'une copie blanche parce qu'on a 70 à 80% des clients qui vont venir chez nous qui ne sont pas connus et qui ne sont jamais venus chez nous. Donc, l'interface et l'expérience utilisateur et pendant ces jours ensuite avec des applicatifs sont très importants. D'accord. Et justement, pour répondre à cela, quels sont les différents canaux de contact que vous utilisez? Alors, on a les canaux classiques téléphoniques et mail. Et comme tu l'indiquais tout à l'heure, on a commencé à travailler avec iAdvise sur la partie chat en 2019. D'abord modestement, en fait, pour nous aider à suppléer le canal téléphonique parce qu'on a une typologie de clientèle qui est plus à l'aise sur le canal web, mais qui pouvait avoir besoin d'informations pour là aussi aller jusqu'au bout et dans la réservation de son séjour. Et le chat a permis progressivement de mieux accompagner nos clients dans cet acte de vente, cette partie avant-vente qui va jusqu'à la vente. Et elle nous a permis aussi, et ça on ne l'avait pas imaginé au départ, d'enrichir notre base de connaissances sur notre FAQ. En fait, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de questions revenaient lors de ces discussions chat que nous n'avions pas identifiées jusqu'à présent. Et donc, ça a permis là aussi d'enrichir mieux nos FAQ et de donner plus d'autonomie encore à nos clients et donc là aussi d'améliorer notre taux de transformation des ventes. Ce qui nous a amené à vraiment accélérer, je dirais, après notre collaboration avec iAdvise entre 2019 et 2020, parce qu'on a élargi les horaires de disponibilité du chat pour couvrir un besoin en dehors des ouvertures de notre call center. Donc vraiment le soir, quand la famille se réunit et veut réserver son séjour après 20h ou à 22h, qui sont des pics de vente assez importants, nous, notre call center est fermé. Le chat permet de répondre à ces interrogations-là. De même pour le week-end, même si notre call est ouvert, on est sur des horaires élargis plus importants. Donc ça a été vraiment quelque chose de fondamental dans notre stratégie sur l'année 2020, même si elle a été coupée de la Covid, avec ensuite l'arrivée de la force de vente, on peut l'appeler comme ça, avec les experts Igloo, qui ont vraiment aidé à transformer nos prospects en acheteurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est un élément important puisqu'on a à peu près 30% de nos ventes qui s'effectuent en dehors des horaires d'ouverture de notre call center. Donc, un client sur trois qui va réserver chez nous va le faire en dehors des horaires classiques. Et encore une fois, à 21h, quand vous réservez vos vacances pour le ski et que vous avez des questions à vous poser sur la station, sur les cours de ski avec l'école de ski, sur l'accompagnement des enfants assez courts, vous avez besoin d'échanger et de parler avec quelqu'un qui va pouvoir vous donner des éléments d'explication complémentaires que le prospect ou le client n'aurait pas nécessairement trouvé sur le site. Et ça, c'est très précieux et ça nous a vraiment permis d'accélérer sur cette année début 2020 dans notre conquête de clients. D'accord. Je reviens, du coup, tu l'as brièvement mentionné, mais évidemment, cette année a été marquée par la crise du Covid, cette crise sanitaire qui a vraisemblablement bousculé votre marché. Quelles sont les conséquences commerciales pour Bellambra ? Les conséquences commerciales, elles sont fortes, comme beaucoup d'entreprises de l'univers du tourisme. On a eu nos clubs qui ont été fermés pendant 4 mois. Et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, quand on a des clubs qui sont fermés, on n'a pas de stock à la vente et on ne peut pas le revendre plus tard parce que le mois d'août, quand il est complet, il est complet et je ne peux pas rattraper du chiffre d'affaires qui n'a pas été réalisé sur les mois de fermeture. Donc, ça va nous amener à une année qui va faire à peu près moins 30% de chiffre d'affaires. Donc c'est très significatif, on se parle de plusieurs dizaines de millions d'euros de perte de chiffre d'affaires. Et puis cet été, malgré, je dirais, l'a priori que l'on peut avoir en pensant que beaucoup de Français sont partis en vacances
Et donc en France, parce qu'il était difficile de partir à l'étranger, en réalité, il y a 18 points de moins de Français qui sont partis en vacances cet été. On a habituellement 70%, 71% des Français qui partent en vacances. Cet été, ils n'ont été que 53%. Alors certes, ils l'ont été en France, mais ça ne nous a pas permis de rattraper le manque à gagner des mois de fermeture de manière très éloignée. Pendant justement cette période de fermeture, quelle stratégie de relation client vous avez mis en place? On a essayé de se rapprocher le plus possible de nos clients par les réseaux sociaux pour les rassurer, pour gérer dans une première vague l'ensemble des annulations des séjours des clients qui avaient prévu de partir au mois d'avril, au mois de mai et au début du mois de juin. Donc on a essayé d'être le plus réactif possible dans un environnement où on a fait part à des pics de requêtes et d'appels, évidemment jamais vus. On a multiplié par 5 notre volumétrie d'appels. Donc même en staffant du mieux possible nos équipes, on avait eu beaucoup de difficultés à gérer l'ensemble de ces appels. Donc il était important pour nous de communiquer sur nos canaux web et réseaux sociaux pour donner des éléments de réassurance que l'ensemble des demandes allaient être traitées, que les clients allaient bien recevoir le remboursement de leur séjour annulé ou qu'ils pouvaient le reporter. Mais vous savez, dans cette période où il y avait beaucoup d'anxiété et de choses que nous ne connaissions pas, la première chose que l'on a envie de savoir quand on a dépensé plusieurs milliers d'euros dans ses vacances, c'est est-ce qu'on va partir, est-ce qu'on va être remboursé, comment ça va se passer, est-ce que les clubs sont ouverts cet été, en tout cas l'été dernier, etc., etc. Donc on a vraiment travaillé sur ces différents canaux, mais encore une fois, comme beaucoup d'entreprises du tourisme qui étaient confrontées à la même difficulté, et chacun a fait de son mieux, même si effectivement on ne pouvait pas prédire et anticiper un tel niveau d'appels et de demandes parce que les annonces ont été très soutenues. Tout à fait, oui. Tu l'as dit, vous vous appuyez du coup sur la communauté d'experts indépendants IBU sur la partie avant-vente. Quels sont pour toi les avantages d'IBU? Les gros avantages, et j'en ai déjà parlé un petit peu, mais c'est effectivement d'avoir une amplitude horaire élargie. Et ça, c'est très important parce que sur, encore une fois, un acte d'achat qui prend du temps et qui nécessite beaucoup de prise d'information et de réflexion et qui est souvent une décision familiale et pas un achat individuel, de pouvoir avoir une plateforme de personnes qui peuvent répondre aux interrogations des prospects 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est un élément vraiment déterminant. Ensuite, l'autre élément qui est très déterminant et qui est vraiment business, c'est le taux de transformation. Pour vous donner des ordres de grandeur, aujourd'hui, quand un client appelle mon call center, j'ai un taux de transformation de l'ordre de 30%. Quand j'ai mes visiteurs qui sont sur mon site web, j'ai un taux de transformation de l'ordre de 1%. Quand j'ai des prospects qui vont parler avec mes experts IBU, j'ai un taux de transformation qui se situe entre 15 et 20%. Donc c'est significatif, c'est très élevé. Et encore une fois, quand mon call center est fermé, je peux passer d'un taux de transformation de 1% à 20%. Donc ça a vraiment un intérêt très fort. Et puis également, par rapport à notre typologie de clientèle, on a une grande majorité des clients qui ne souhaitent pas appeler un call center. Ils veulent être autonomes sur le site web, ils veulent réserver comme ils achètent leurs courses au quotidien et ne veulent pas avoir appelé un numéro de téléphone à des horaires précis pour pouvoir avoir quelqu'un au bout du fil. Et donc la possibilité, encore une fois, le soir, le dimanche, à l'horaire qui convient, de trouver un expert qui permet de rassurer, répondre aux questions qu'il se pose en restant sur son ordinateur ou sur son mobile. Et c'est un usage qui est beaucoup plus facile. Et par rapport à nos cibles familiales de trentenaires et de quarantenaires, ces cibles sont habituées à utiliser ce type d'outils et donc transforment beaucoup mieux. Donc nous, on y voit vraiment un intérêt de toucher, si vous voulez, nos prospects de manière beaucoup plus large, à des horaires où ils ont la volonté de vouloir passer à l'acte d'achat et où il y a une réponse avec une personne réelle, si je puis dire, qui va les accompagner et lever les doutes ou les interrogations qu'ils peuvent avoir avant d'effectuer leur acte d'achat. D'accord. Donc la flexibilité de la communauté offre du coup ces taux de transformation qui sont assez énormes. Est-ce que pour toi, ces grands taux de transformation sont aussi la conséquence et le résultat plutôt de la stratégie de ciblage mise en place sur votre site? Oui, elle en est un reflet et en tout cas, on a beaucoup progressé, on a beaucoup travaillé avec les équipes d'iAdvise pour déjà mettre en place les bonnes pratiques. Et puis nous, on a appris avec le temps à vraiment, je dirais, affiner les pages sur lesquelles on souhaite faire apparaître ces pop-up de chat.
de manière proactive, la durée à partir de laquelle les pop-up de chat apparaissent. On va avoir un temps différent quand on est sur une page d'information d'un club que lorsque l'on est sur la page de paiement. Quand on est sur la page de paiement, le pop-up va apparaître très rapidement parce que si le client, au bout de 20 secondes, est toujours sur la page sans qu'il se soit passé quoi que ce soit, c'est qu'il y a possiblement un dysfonctionnement. Et quand on est là à l'acte d'achat, c'est très ennuyant. Quand le client est sur une page club, il est dans la prise d'information beaucoup plus générale. Je vais dire, entre guillemets, qu'on le laisse tranquille, on le laisse plutôt nous solliciter. Donc, on a travaillé ça dans le funnel d'achat avec effectivement des temps d'apparition qui sont variables et que nous ajustons aussi selon les saisons parce que le niveau de complexité d'achat d'un produit hiver et été est très différent et donc amène à des interventions d'un chat qui vont être différentes selon les pages du funnel d'achat. D'accord. Si on revient, on peut aussi rementionner la crise du coup de cette année. Quels sont les changements de consommation qui se sont installés pour durer selon toi et comment vous vous adaptez justement à ces changements? Les phénomènes qui étaient déjà naissants et qui se sont vraiment amplifiés ces derniers mois sont vraiment une forme de responsabilité sociétale, d'éco-responsabilité que vont rechercher les vacanciers, je dirais de manière plus ou moins forte, hein, évidemment, mais en tout cas, il y a une recherche de la responsabilité de l'entreprise dans son impact sur l'environnement et sur sa responsabilité sociale au sens large. Ça veut dire quoi pour Bellambra? Ça veut dire que quand on offre du fromage lors de nos buffets, on veut avoir du buffet qui viennent de chaînes d'approvisionnement courtes et qui viennent de la région. On ne peut pas aller le chercher dans un autre pays. De même pour la charcuterie, quand vous êtes à la montagne et que vous mangez la raclette, on veut que la raclette vienne des producteurs régionaux et le jambon également. Donc il y a une attention et une attente très importante de la part des clients qui s'est fortement amplifiée ces 12 derniers mois. Et il y a aussi une dimension redécouverte, en ce qui concerne la France, du territoire français, et une dimension de tourisme un peu local et régional. Les Français contraints et forcés, si je puis dire, cet été, de devoir rester sur le territoire national, ont aussi découvert ou redécouvert des régions plus ou moins proches de chez eux, finalement. Et donc, nous, on avait déjà un ancrage local qui était important et qu'on va continuer d'amplifier parce qu'on voit que c'est aussi une demande de nos clients et ils ont une sensibilité plus importante aujourd'hui par rapport à cette demande. Ça ne veut pas dire que demain, ils ne partiront pas à l'autre bout du monde découvrir d'autres magnifiques pays, bien évidemment, mais il y a aussi une prise de conscience qu'on peut avoir un mix de tout ça et un équilibre peut-être un peu plus vertueux en termes de responsabilité sociétale. D'accord, ok, très intéressant. On parlait des consommateurs qui se sont fortement digitalisés. On parle aussi beaucoup de mobile first. Est-ce que le mobile est quelque chose que vous avez anticipé chez Bellambra? Alors, c'était aussi une des raisons de ma venue chez Bellambra. On ne l'avait pas anticipé, on l'a subi pendant, je dirais, toute une première partie de mon arrivée. Aujourd'hui, on est plutôt proactif sur le sujet. On arrive à reprendre le lead sur ça. Moi, je venais d'une industrie de la mode qui était présente partout en Europe avec des comportements autour du mobile très différents. Petite illustration, en Pologne, en 2015, il y avait déjà un taux de pénétration du mobile qui était à plus de 50% des achats. C'était très différent en France. Les séjours que nous vendons, encore une fois, ne sont pas des produits qui sont simples en termes de compréhension immédiate. Et donc, on avait accumulé beaucoup de retard sur le mobile avec, comme souvent dans les entreprises un peu historiques, une croyance que les clients ne vont jamais acheter leur séjour sur un mobile et qu'ils vont continuer à le faire sur leur ordinateur de manière très traditionnelle. Donc, on avait accumulé un certain retard qu'on a comblé aujourd'hui en uniformisant l'ensemble de notre plateforme web, en ayant un site évidemment responsive, donc des choses qui sont assez basiques mais qui n'existaient pas il y a encore 3 ans. Et aujourd'hui, on a plus de 40% de notre trafic qui est sur mobile, avec des pointes à 50% sur la grosse saison. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que ce trafic mobile devienne du chiffre d'affaires avec des taux de transformation qui sont plus difficiles à aller chercher que sur le desktop. Donc, on a là des enjeux forts d'expérience utilisateur pour rendre le parcours le plus fluide possible pour le client. D'accord. En termes d'innovation, justement, quelles vont être les pistes à exploiter pour pouvoir faire la différence demain sur le marché du tourisme? La personnalisation, ça ne va pas être très original, mais c'est un élément qui est clé. Encore une fois, nous, on s'adresse à des clients qui vont être troisième et quatrième âge, comme à des jeunes couples sans enfants, et on ne peut pas leur adresser la même promesse consommateur, on ne peut pas leur parler de la même manière, et on ne peut pas leur proposer les mêmes sites. Ils vont avoir des attentes différentes aussi d'un point de vue géographique. Donc la personnalisation sur laquelle on travaille, et on a beaucoup à faire, mais est un enjeu
très, très important des prochains mois et des prochaines années dans l'univers du tourisme, et de manière générale, mais en tout cas, ce qui nous concerne, c'est très clairement un sujet important. Et ensuite, la réactivité. On est aujourd'hui encore plus qu'hier dans un monde d'immédiateté, où on veut des réponses instantanées, quel que soit le niveau de complexité de la question. Et donc, on veut avoir une grande autonomie en faisant ce que l'on veut, en réservant quand on le souhaite, sur le device que l'on souhaite, mais en même temps, on veut avoir la capacité à être accompagné pour avoir des réponses immédiates aux questions que l'on peut se poser. Donc nous, on a vraiment deux enjeux, et sur l'univers du tourisme de manière générale, des enjeux de personnalisation, parce que les clientèles est extrêmement large, d'une part, et d'autre part, de réactivité et d'immédiateté, et on l'a vu dans le cadre d'une crise sanitaire mondiale, où on a besoin d'avoir des éléments de réassurance très rapides et immédiats pour canaliser, je dirais, un peu les angoisses tout à fait légitimes qui peuvent surgir. Et justement, à titre personnel, toi, de par notamment ton expérience, quels apprentissages as-tu retiré de cette crise ? C'est intéressant parce que quand on a été confronté aux annonces du milieu du mois de mars sur le confinement, en fait, ce confinement avait été précédé 48 heures avant par la fermeture des stations de ski. Et on était, nous, en pleine saison, avec près de 5000 vacanciers dans nos stations de ski. Et le samedi, le préfet nous a appris que les stations fermaient le dimanche. Donc, on a dû évacuer plus de 5000 vacanciers de nos stations de ski qui venaient de France, mais aussi d'Angleterre pour beaucoup. Donc, avec les problèmes évidemment logistiques à organiser. Alors, tout s'est très bien passé, fort heureusement, mais je dirais que si on l'avait su avant, on n'aurait pas été complètement convaincu qu'on serait capable de le gérer. Et en fait, en étant confronté à la situation, on l'a tout à fait géré et ça s'est passé de manière tout à fait convenable. Et donc, la crise, pour nous, a donné beaucoup de confiance, paradoxalement, aux collaborateurs et à l'entreprise sur la capacité à se réinventer, à accélérer et à se redimensionner et à être beaucoup plus agile. Encore une fois, on est une société ancienne dans le sens historique. Et on pense toujours que les choses sont plus compliquées, plus difficiles. Et on se rend compte que quand on est dans la difficulté, et on l'a connu très fortement comme beaucoup d'entre nous, finalement on est capable de s'adapter, on est capable d'être agile et de trouver des solutions qui permettent d'aller plus vite. Donc je pense que ça, c'est vraiment un enseignement, évidemment à titre personnel, mais professionnel et vraiment au niveau de l'entreprise. Ça a donné finalement beaucoup de confiance de traverser cette crise aux collaborateurs, et la conviction que l'entreprise, en l'occurrence Belambra, voilà, on sait franchir ces montagnes. Ça ne se fait pas sans mal, bien évidemment, mais ça donne beaucoup de perspectives pour demain, quand on espère tout redeviendra plutôt à la normale. D'accord. Merci beaucoup Mathieu d'avoir répondu au rendez-vous pour cette 4e journée de conversation. Merci également pour cet entretien absolument passionnant. Je te propose qu'on reste encore un petit moment ensemble afin de prendre les questions de l'audience. J'invite du coup ceux d'entre vous qui le souhaitent à poser vos questions à Mathieu directement sur le chat iAdvice sur le site conversation.iadvice.com ou bien via le chat YouTube.